Bienvenue à Bort-les-Orgues, dans une ambiance typiquement ferroviaire, j'oserais dire, qui fut une ambiance ferroviaire. Et vous voyez ici derrière moi le bâtiment voyageur, le BV, que vous avez délabré, et qui ne doit encore sa survie qu'à une association qui, entre parenthèses, est en train de sauver cette marquise, sinon elle était promise à la destruction. Donc, nous sommes à Bort-les-Orgues, et Bort-les-Orgues, c'est, disons, en Auvergne, dans la partie ouest. Bort-les-Orgues est célèbre pour deux choses. Pour les orgues. Les orgues, vous savez, c'est ces structures volcaniques, ici, c'était tout de même l'apocalypse il y a quelques millions d'années. Il y a d'énormes roulées de lave qui, en se solidifiant, ont donné naissance à des espèces de grandes structures verticales que l'on appelle analogues à des tuyaux d'orgue. Et qu'on retrouve d'ailleurs en Islande. Et puis, Bort-les-Orgues est célèbre également pour son barrage, l'un des barrages sur la Dordogne. Bort-les-Orgues, 4000 habitants au fond d'une vallée, 400 mètres d'altitude. Mais Bort-les-Orgues fut en son temps un nœud ferroviaire extrêmement important. C'était le règne ici de la vapeur. Alors vous voyez d'abord l'importance du bâtiment voyageur. Il y avait 4 voies. Et là-bas au fond, maintenant c'est une maroquinerie, il y avait un dépôt vapeur avec une dizaine de locomotives, les fameuses 141 TA, les culs de bateaux qui ont régné en maître sur cette région. Et puis Bort-les-Orgues, je vous le disais, c'était un nœud ferroviaire important, ça faisait partie de ce qu'on appelait le Tour du Cantal, c'était une étoile, une direction vers le nord, Montluçon-Ussel, une direction vers le sud, Neussargues, c'est-à-dire on allait vers Béziers, et puis une autre direction vers Aurillac. Et puis, vous imaginez bien ce qui s'est passé quand vous voyez l'état de délabrement. Exit le chemin de fer, vive les autocars, et fort heureusement, une association, l'association des chemins de fer de Haute-Auvergne, sauve ce patrimoine. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Pour tirer un coup de chapeau à cette association, et vous savez que dans ces DVD, on les aime, c'est fou, c'est passionné. C'est grâce à eux que le patrimoine ferroviaire peut continuer à exister, à vivre. C'est un témoin de notre histoire industrielle. Et puis deuxièmement, un coup de chapeau à un matériel emblématique pour les autorails. Vous savez, dans les autorails, il en restera 2 dans l'histoire des chemins de fer, peut-être 3 avec le Bugatti. Il y a le Picasso, on y a consacré un DVD, et puis les fameux X2800, les 2008 comme on les appelle, au son si caractéristique. Et donc nous allons consacrer ce DVD à l'association des chemins de fer Haute-Auvergne et au 2800. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, c'est, j'oserais dire, la grande vadrouille des 2800. Les 2800 qui ont régné à peu près sur toutes les lignes de France, excepté le Nord. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Le matériel, nous allons nous intéresser aux Bugatti, qui furent une race d'engins exceptionnels, dérivés de la construction automobile avec 4 moteurs à essence de 100 chevaux. Il y a 400 chevaux, c'est tout de même des engins qui ont en quelque sorte renouvelé le chemin de fer dans la grande vitesse. De deuxième bonus, comment ça marche, ou plutôt comment ça marche et comment ça se conduit, l'X 2800. Le troisième bonus, des idées d'avance, un prototype, un autorail qui n'a pas eu de lendemain, le prototype 2051. C'était un autorail caisse inox Bud, moteur sous le plancher, et qui était conçu pour faire une liaison Paris-Le Touquet. C'était à l'époque où on allait à Londres par avion. On faisait Paris-Le Touquet en chemin de fer, et Le Touquet, on prenait l'avion pour Londres. Mais à l'époque, le tunnel sous la Manche et Eurostar n'existait pas. Et enfin, le dernier bonus, un homme, un métier, à tout seigneur, tout honneur, le président de cette association des chemins de fer de Haute-Auvergne, Jean-Michel Pianet. Quand on entend le ronflement de ce sublime moteur, le 825 chevaux MGO, on ne peut que tomber amoureux du 2008, du 2800, l'X 2800. S'il y a bien un autorail emblématique à la SNCF, c'est à la fois le Picasso, mais également le 2800. Pourquoi ? Parce que voilà une machine surmotorisée avec un moteur de 825 chevaux, une machine très simple à conduire grâce à sa boîte automatique et surtout un engin très fiable. Juste un exemple. Nous sommes donc à Bort-les-Orgues, dans une enceinte SNCF hélas désaffectée, mais qui a été mise, fort heureusement, à la disposition de l'association des chemins de fer de Haute-Auvergne. Et ces passionnés, ces fous du rail, et on les en remercie, sauvent à la fois l'infrastructure, le patrimoine,
une portion de la voie ferrée qui va de Bord à Neussargues, mais également du matériel. Vous voyez, il y a un 2800 en parfait état, il y a 2 RGP qui roulent, il y a un Picasso de commandement qui, hélas, lui, ne peut plus rouler, et puis, vous voyez, il y a quelques drésines. Donc, le 2800, c'est un autorail emblématique qui a été construit à 119 exemplaires et qui a circulé quasiment sur toutes les lignes de la SNCF, excepté le Nord. Et ces dépôts d'affectation furent, disons, en priorité, Limoges, bien entendu, Toulouse, Lyon, et puis après, il y a une affectation dans l'Est de la France. Il y en a eu même au dépôt de Caen. Ils ont donc roulé pendant près de 50 ans, et celui-ci a parcouru 5 400 000 km sans incident notoire. Ça mérite tout de même une petite histoire avant de l'emprunter et de parcourir une merveilleuse ligne là, sur 40 km, le Gentiane Express. Revenons dans les années 1950. Dans les 1950, on était conscient que le renouveau du chemin de fer après la Deuxième Guerre mondiale passait par du nouveau matériel. Et pour desservir des petites lignes qui auraient dû être abandonnées entre les deux guerres, mais que l'on avait maintenues faute de trafic, et les choses n'allaient pas, vous l'imaginez bien, s'améliorer, il fallait desservir des régions, des villages, des villes, avec des omnibus, faire ce qu'on appelle du ramassage en quelque sorte. Eh bien, il fallait des autorails. Et qui dit autorail dit technologie automobile appliquée au ferroviaire. Voilà pourquoi il y a eu comme constructeur la régie Renault, qui hélas a jeté l'éponge, mais il y a eu des noms comme Bugatti, constructeur de voitures et d'autorail. Il y a eu également Berliet et De Dietrich. Donc, en 1950, la direction des études des autorails, de la SNCF, lance en quelque sorte une étude pour une nouvelle race d'engins. 3 types de matériel. Et là, on était limité par les possibilités de la technologie, à savoir les moteurs diesel, qui n'étaient pas très puissants à l'époque. 3 types d'autorail. Le premier, 150 chevaux pour les petites dessertes de campagne, ce qu'on appelait à tort la petite Micheline rouge et crème, avec le fameux pimpon qui résonnait dans les campagnes et qui drainait les habitants pour aller à la foire, pour aller à la préfecture. Et on attelait une petite remorque à 2 essieux. Les autorails ensuite de 300 chevaux, parce qu'il y avait un moteur de disponible, le fameux Renault V12 de 300 chevaux, un moteur très fiable. Ça a donné naissance au Picasso, et vous avez vu, on y a consacré un DVD. Et puis, pour faire, disons, de l'omnibus et de plus longs parcours, on avait besoin d'une machine plus puissante et beaucoup plus grosse, mais comme on ne disposait que de moteurs de 300 chevaux, eh bien on a mis dans une grande caisse 2 moteurs de 300 chevaux, ce qui fait 600 chevaux, et ce qui a donné naissance au fameux X2400. Voilà donc la série. En 1954, la SNCF a remis au goût du jour ce que l'on appelait les rames à grand parcours, les RGP. C'est-à-dire des autorails, des mini-trains, puisqu'on pouvait les accoupler, qui permettaient de faire de longues distances, par exemple comme de Lyon jusqu'à Bordeaux, qui desservait aussi Paris-Bâle. Et donc on avait besoin d'un matériel beaucoup plus confortable, beaucoup plus rapide. Et ça donnait naissance à ce qu'on appelait les RGP. Et là, vous voyez, vous en avez un ici, un RGP. Vous ne connaissez pas son nez caractéristique parce que sécurité oblige, rétrofit comme on l'appelle en 1994, on a adopté ce nez que les cheminots appellent en argot de métier tranche de cake. J'avoue, c'est pas très élégant, je préférais l'ancienne ligne des RGP. Donc en 1954, une série de 20 RGP a été mise en service. Mais les RGP à l'époque étaient dotés également de 2 moteurs de 300 chevaux, c'était des 600 chevaux. Mais vous doutez bien que 2 moteurs, ça consomme plus qu'un, ça pose des problèmes d'entretien. Mais devant le succès des RGP, ça a donné naissance à une 2e génération, car en 1955 est apparu un moteur emblématique, et là, on ne l'a pas renouvelé, c'est le fameux 825 chevaux, le MGO, de la Société alsacienne de construction mécanique à Mulhouse. Un moteur 12 cylindres en V, 825 chevaux, turbo compressé, mais surtout un moteur avec du couple, un moteur souple et un moteur très fiable. Et à partir de là, eh bien, ça donnait naissance à une nouvelle race de RGP, les vrais RGP, 825 chevaux, un seul moteur. Et ces 825 chevaux, vous savez, il y a une motrice, une remorque qui sont en permanence accouplées. Et puis, lorsqu'on les accouplait les uns avec les autres, eh bien, ça donne naissance à un mini-train et on pouvait avoir jusqu'à 380 personnes à bord. Mais concurrence oblige. Les RGP 3e génération sont devenus des TE, qui étaient rouges et crème, beaucoup plus confortables.
devant le succès, il ne pouvait plus faire face au trafic et ça a laissé la place à une locomotive avec des wagons. Voilà pour l'histoire des RGP. Mais elle était très importante. Parce qu'avec le RGP 825 chevaux, on a vu qu'on pouvait faire des autorails simples, économiques et surtout capables de desservir notamment toutes les lignes avec du relief, des rampes de 30 pour 1000 avec des remorques. Et c'est ainsi que ça a donné naissance à cette lignée d'engins exceptionnels, les X2800. Le 2800, c'est donc un moteur 825 chevaux accouplé à une boîte hydraulique Maega Mekidro, en somme c'est les boîtes automatiques à l'américaine. Un engin, je vous l'ai dit, très fiable, puisque celui-ci a 5 400 000 km. Il nous a trouvé quasiment sur toutes les lignes de la SNCF. Alors, le mieux, eh bien, c'est encore ici de partir de Bort-les-Orgues et d'emprunter une très jolie ligne comme savent les faire nos anciens dans le Massif central. Et voir. Et c'est Jean-Michel Piernet qui est aux commandes. Bon, là je vais mettre la batterie en marche et je vais mettre le commutateur d'éclairage sur marche. Voilà. Donc je vais vérifier mon niveau d'huile. Bon, c'est largement bon. C'est bon de ce côté. Voilà. Ensuite, je vais actionner la pompe de pré-graissage. Et ensuite, les pré-filtres. Voilà. Voilà. Alors je vais regarder ma nourrice d'eau. Voilà, donc il y a de l'eau. C'est bon. Donc là, je vais vérifier le niveau de la boîte de vitesse. Donc je retire la jauge. Et j'essuie le chiffon pour regarder. C'est bon ? Voilà, je le retrempe une fois dedans, je le retire, et voilà, donc je peux vous dire que c'est bon. Et voilà, et pour terminer, je vais vérifier le niveau d'huile du compresseur. Bon, le niveau est bon, aucun problème. Voilà. Donc je vais mettre le robinet d'isolement en service. Voilà, vous avez entendu le son caractéristique. Je mets le levier de changement de marche sur la marche avant, bien sûr, comme on va partir dans ce sens-là. J'actionne la pompe à combustible pour faire arriver le gasoil. Donc on sent le gasoil qui arrive, on l'entend. Et là maintenant je vais démarrer. Alors j'ai constaté bien sûr l'allumage de mes lampes, de mes voyants, et 4 voyants qui doivent être allumés. Et là maintenant je vais démarrer. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va attendre que la production d'air se fasse de façon à réalimenter le système de freinage. Ça va y aller là, ça va. Là, vous le gonflez à, Voilà. à 7 kg. À 8 kg, oui. 8 kg, quand ça se Ce que je vais faire, je vais cranter. Voilà. Et je réarme le relais de traction. C'est le relais de traction qui commande tout le circuit pour pouvoir rouler. Voilà, vous avez vu la lampe qui s'éteignait. Voilà. Voilà. Donc j'ai alimenté ma conduite générale à 5 bars. Voilà.
Ce que je vais faire maintenant, je vais faire une étanchéité pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite dans la conduite générale. Et je la fais. Je surveille s'il n'y a pas de fuite dans le système de freinage. Voilà. J'ai mis le robinet de frein sur une position qui s'appelle neutre. Et je surveille mes manomètres de façon à m'apercevoir qu'il n'y ait pas de fuite. Alors le système de veille automatique impose en roulant d'appuyer en permanence sur un système que je vous montre là, où je mets le genou dessus. Si je ne le fais pas, au bout d'un certain temps, il va y avoir une sonnerie qui va ralentir et ensuite le train va s'arrêter. Donc ce que je vais faire, je vais essayer ce dispositif de façon à être sûr qu'il fonctionne. Voilà, donc je fais l'essai et j'attends. Voilà, je ne réagis pas à la sonnerie, je ne réagis pas. Vous avez entendu ce bruit caractéristique, ce qui veut dire que là, le train aurait été en marche, il se sera arrêté. Voilà, et donc j'arrête le système. Alors ce qu'on va faire après, on va faire un essai de frein. On va faire l'essai de frein, on va vérifier les essais de frein avec le chef de train qui est sur le quai. Donc je vais serrer mes freins. Il va s'assurer que tous les freins serrent et ensuite il va me donner l'ordre de desserrer les freins. Je vais les desserrer et il va s'apercevoir, il va vérifier que tous les freins soient desserrés. Voilà. Et ensuite on pourra dire que l'essai de frein est terminé et on peut partir. Essai complet terminé. D'accord. Et là, le collègue m'a remis la plaque marqué bord Lugarde et avec ça j'ai l'autorisation de partir en ligne. Sans ça, je n'ai pas le droit de bouger de la gare de Bort-les-Orgues. Voilà, ça veut dire que toutes les opérations de sécurité sont correctement réalisées et que tout est normal. À partir de ce moment-là, je peux partir en ligne. Voilà l'horaire du train. Voilà. Alors Okay. le groupe monte à Rion, arrêt à Barajol à l'aller. D'accord, ok, ça marche. On fera l'arrêt au viaduc. Ok. Là, je viens d'accélérer parce que ça monte. Ça monte pour sortir de la gare, on voit très bien la montée. Et là, on est sur la ligne qui va à Neussargues. On vient de siffler pour la bonne raison, c'est que nous avons vu une pancarte S qui indique qu'il y a un passage à niveau à mauvaise visibilité. Donc nous sommes tenus de siffler avant ce passage à niveau. Et là la voie redescend légèrement. Et nous allons nous arrêter à un passage à niveau là. Maximum 30 km/h et nous avons un appareil qui enregistre la vitesse, la boîte noire si vous voulez, qui est plombée et tout est enregistré sur cette bande. Donc maximum 30 à l'heure sur toute la ligne. Cette barrière, c'est un viaduc sur la rivière La Rue. Et la rue marque la frontière entre les départements de la Corrèze et du Cantal. Et par conséquent, de l'Auvergne et du Limousin. Voilà, donc à partir de maintenant, nous sommes en Auvergne.
tunnel du Châtelet. 388 mètres de long. Ce beau viaduc qui est fait en pierre blanche, contrairement aux autres viaducs qui sont faits en pierre de volcan. On admire toujours ce paysage fabuleux quand même, qui est vrai, nous fait communiquer quand même avec la plaine, du moins la basse vallée, jusqu'au sommet du Césalier. Rendez-vous compte, il y a plus de 600 mètres de dénivelé entre Bord-les-Orgues et le sommet de la ligne, au col de Pierrefitte. C'est quand même quelque chose de formidable. Et puis on rencontre beaucoup de choses sur la ligne, principalement dans la partie basse où on rencontre du gibier. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai vu une biche qui m'a attendu sur le bord et qui m'a vu venir. Jusqu'au moment où je donne un coup de klaxon quand même pour lui attirer l'attention, elle s'est sauvée. Mais elle m'a vu venir, elle est à quelques mètres de moi, seulement elle est partie. Donc on voit toujours des choses sur la ligne, ça c'est sûr. Et là nous continuons à grimper, parce que c'est une des lignes les plus difficiles de France quand même. Nous continuons à grimper, toujours en rampe de 30 pour 1000, c'est-à-dire 3%. Ce qui est énorme dans le ferroviaire, contrairement au routier bien sûr, mais l'adhérence n'est pas la même. Mais c'est quelque chose de très très dur quand même. Et du temps des machines à vapeur, les gens ne devaient pas trop s'amuser. Et je peux vous dire que même nous, avec les autorails, à la mauvaise saison, ou quand il pleut, quand les feuilles tombent, c'est très très difficile parce que nous avons souvent du patinage. Alors les barrières automatiques ont été supprimées quand la SNCF a fermé la ligne, mais aux yeux de la loi, c'est-à-dire de l'arrêté préfectoral, ces passages à niveau sont toujours classés comme étant avec barrière. À partir de ce moment, nous sommes obligés soit de mettre des barrières, soit de le faire gardienner à chaque passage de train, comme ce que font les deux jeunes filles. Des passages à niveau comme ça, il y en a 19 sur toute la ligne. Malheureusement, ces passages à niveau nous font perdre du temps. Il faut compter 3 minutes par passage à niveau. Je vous laisse faire le compte. 19 passages à niveau par 3 minutes, donc disons 20, multiplié par 3, c'est presque 1 heure de perdu, et puis presque autant en retour. Donc, notre plus grand souhait, ça serait de trouver un système avec feu rouge, je sais pas, ou des barrières simplifiées pour pouvoir éviter cet arrêt. Parce que ça nous coûte cher en mécanique, ça nous coûte cher en temps. Nous allons passer sous ce fameux pont des Soupirs qui se trouve, pour ainsi dire, au sommet de la côte, ce qui signifiait qu'à partir de ce moment, les équipes qui étaient sur les machines à vapeur pouvaient se reposer un peu parce que un peu plus loin la ligne commence à redescendre. Donc pour eux c'était la fin du premier calvaire. Il y en avait d'autres après bien sûr. Alors on arrive à Rion-Esmontagne, capitale du pays Gentiane. Alors nous allons prendre un groupe en principe c'est un groupe qui est en séjour à Vic-sur-Serre et qui est originaire du canton de Vaud, du canton du Valais en Suisse.
Bonjour messieurs, dames. Alors bienvenue à nos amis suisses, bien entendu, qui ont pris place à bord du train Gentiane Express qui va vous conduire cet après-midi au cœur du Césalier. Vous y êtes bien dans le train là? Sérieux? Bah oui, vous n'êtes pas en avion? Donc le viaduc de Barajol, appelé aussi le viaduc de Lunsèche, du nom de la montagne qui lui succède, est le plus connu des ouvrages d'art de la ligne. Et puis tout récemment, donc, il a servi de cadre pour le film cette petite rue qui se jette dans la rue et qui elle-même se jette dans la Dordogne. Voilà, vous allez pouvoir descendre, repartir un petit peu en arrière et vous allez pouvoir voir tout le... N'oubliez pas les appareils photo. Son appellation c'était Armand Figeac. Je fais ce que je peux pour Ouvrir regarder. les yeux. Non, c'est pas bien. Et puis ça l'est, nous allons continuer notre balade le long de la rue. Et nous allons continuer à monter sur une des plus belles parties du parcours, puisque nous allons voir pas mal de paysages sur la gauche. Voilà, ça monte. En face, vous avez le plateau de l'Artense, couvert de forêt. Dans les années 20 et surtout dans les années 30, pour faire face à la concurrence décente de l'automobile, les compagnies de chemin de fer étaient un peu désarmées. Il leur fallait des engins plus légers, plus rapides, plus économiques à exploiter. D'où l'idée de se tourner vers le savoir-faire des constructeurs automobiles. Autrement dit, on pactisait avec l'ennemi et on a eu des appels d'offres. Et voilà pourquoi on a vu des engins spécialement conçus par des constructeurs automobiles mis sur rail. Ça donne naissance aux autorails. Autrement dit, des automotrices à moteur à essence ou moteur diesel sur rail. On retrouve donc les noms des Renault. Renault fut le plus grand constructeur d'autorail d'Europe, hélas disparu par Renault. Mais les ateliers de construction de Choisy-le-Roi et de Billancourt. On retrouve des noms comme de Dietrich, Daimler, l'allemand. On retrouve également Somua. Et puis est apparu le génie de la mécanique, le génial Ettore Bugatti. Et Ettore Bugatti avait des moteurs en rab. Sa Royale, sa voiture de luxe, ne se vendait plus très bien. C'était après la crise de 1929. Et de fait, il a eu l'idée d'utiliser ces moteurs à essence de 200 chevaux, donc extrêmement puissants pour l'époque,
pour les adapter dans une carrosserie très design pour l'époque. Regardez, voilà ce que l'on appelle l'autorail, le fameux Bugatti. On l'a connu à la SNCF sous le nom de Bugatti. Alors, petite description. L'idée de Bugatti, c'était d'utiliser à la fois la construction automobile, c'est-à-dire des engins légers, avec un profil aérodynamique, ce qui était une ligne révolutionnaire pour l'époque, mais un engin surpuissant, parce qu'il était capable de loger dans la carrosserie 4 moteurs de 200 chevaux, autrement dit 800 chevaux pour une caisse de 32 tonnes. Autrement dit, on pouvait aller jusqu'à 200 km/h. Et qui plus est, l'engin était confortable. Allez, suivez-moi. Donc vous voyez d'abord, petit détail, vous voyez le bogie. Le bogie est un bogie à 4 essieux. Les particularités, pour éviter les vibrations et le bruit, regardez bien, il y a un bandage en caoutchouc entre la roue métallique et l'axe. Ici, vous voyez ici, c'est là que se trouve ce bandage en caoutchouc pour amortir les vibrations. C'est ce qu'on appelle les roues élastiques. Ensuite, les moteurs étaient placés, vous voyez ici, au centre de gravité de l'engin, pour la stabilité. Et regardez bien, il a utilisé 4 moteurs disposés perpendiculairement. Ce sont des moteurs de la Bugatti, des moteurs de 200 chevaux, de 12 litres 8 de cylindrée, donc autrement dit, qui consommaient beaucoup le mélange d'essence et d'éthanol. Alors voilà, 1, 2, 3, 4. Devant le moteur disposé verticalement, et vous voyez ici, il y a les hélices entraînées par courroie, les ventilateurs de refroidissement. Et nous, enfants, on aimait toujours les Bugatti, parce que on roulait en Bugatti, vous imaginez, mais surtout, on se mettait là pour avoir l'air chaud des radiateurs, et puis il y avait les tuyaux d'échappement qui nous soufflaient des gaz chauds. Mais le plus surprenant dans l'engin, Joseph, suivez-moi, c'est l'intérieur. Marchepied, il y avait des quais tout de même pour l'époque. Alors regardez, sensation de volume, des sièges confortables, c'était une révolution pour l'époque. Et surtout, pour les voyageurs, ce qui était intéressant, c'est que les voyageurs et nous, quand on prenait le Bugatti, on était assis dans le sens de la marche. On était à la place du conducteur et on bouffait de la voie. Quant au conducteur, lui, il était un peu moins bien loti. Donc, compartiment central, où il y avait les moteurs, voyez-moi, ça chauffait et ça faisait du bruit. Et le conducteur, lui, se trouvait dans ce qu'on appelle le kiosque de conduite. Et oui, regardez, il se trouve, lui, en position sur le... Il n'était pas assis, mais il était sur une espèce de marchepied. Il n'y a pas de fauteuil. Et il conduisait verticalement, vous voyez, pendant 2 heures, avec les vibrations, avec le moteur sous les pieds, avec les radiateurs à côté, la chaleur, le bruit. Et du poste du kiosque de conduite, tel un sous-marinier, il surveillait les signaux et la voie. Et on retrouve les instruments tout à fait classiques. Ça, c'est le frein à main. Ça, c'est les freins à air comprimé. Le klaxon. Les contours des moteurs. Les accélérateurs. 4 accélérateurs. Pas de boîte de vitesse. Juste une transmission, un coupleur hydraulique. Ce qui permettait encore d'alléger le poids de l'engin. Et comme les moteurs étaient surpuissants, avec un fort couple, bon, on décompte 800 chevaux pour 32 tonnes, ça s'arrachait facilement. Et puis on retrouve les compteurs de vitesse, vous voyez, l'engin était tout de même capable de rouler à près de 200 km/h, 180. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez là, donc c'est ce qu'on appelle le flamand, l'enregistreur de vitesse avec sa bande qu'on appelle le mouchard, et le tic-tac que vous entendez, c'est le mouvement d'horlogerie pour qu'à l'arrêt, la bande continue de se dérouler. Comme quoi vous voyez ici, c'est des trains à Mulhouse, cet autorail est en parfait état de marche. Allez, il faudrait mettre un petit peu, beaucoup d'essence et le remettre en route, c'est ce qu'on espère voir un jour. Dernier point, ces engins connus un très grand succès. Pourquoi? Parce qu'étant surmotorisés, surpuissants, ils étaient capables de rouler très vite, à près de 200 km/h. Par exemple, ça a été Paris-Deauville, 221 km en 2 heures de temps. On les a retrouvés sur Paris-Lyon, la ligne du PLM. On les a retrouvés aussi sur Nice-Marseille. Ils ont sillonné toutes les grandes lignes de France. Mais après la guerre, bien entendu, coût du carburant, maintenance oblige, ils ont été, hélas, abandonnés. Un dernier point, vous voyez comme quoi il y a des gens géniaux, des visionnaires. Et parmi ces visionnaires, Ettore Bugatti, il avait inventé le TGV avant l'heure. Alors Jean-Jacques, un 2800, ou plutôt un 2908, comment ça marche? 2908, c'est donc le 108e de la série. Donc il a été fabriqué en 1962. Donc il a eu plusieurs dépôts d'affectation.
Donc en premier, il a été affecté à Toulouse, après à Lyon-Vèze, il est revenu à Toulouse et il a fini sa carrière à Limoges en avril 2007. Là, il a été radié, réformé. Réformé, Mais en bon état. mais en bon état, très bon état même par rapport à d'autres de la série. Il a combien de kilomètres? Il a 5 400 000 km. Oh, énorme. Alors, petite visite guidée. Petite Présentez-nous. visite guidée, donc à cette extrémité, on voit un fourgon bagage avec un poste de conduite. Donc on monte dans le compartiment bagage, équipé d'un poste de conduite pour la réversibilité de l'autorail. Parce que l'autorail peut fonctionner Dans les deux sens. Donc là, nous allons accéder au compartiment voyageur. Compartiment voyageur composé de 50 places en deuxième classe et 12 places en première classe. Donc c'était tout de même des engins confortables pour les voyageurs. Très confortable pour leur époque. Au point de vue consommation de gasoil, donc il consommait 1 litre au kilomètre. Donc au point de vue contenance du réservoir, on arrive à une contenance de 1800 litres. Donc nous arrivons à l'extrémité 1, C'est-à-dire l'avant de l'autorail, où se situe le compartiment moteur et à l'extrémité un poste de conduite. Donc la particularité, c'est qu'il y avait un seul moteur surpuissant. Oui, on n'a qu'un seul moteur, donc moteur MGO de 825 chevaux, V12 turbo-compressé. Petit tour du propriétaire, Jean-Jacques. Donc là, les cylindres, évidemment. Toute la partie moteur diesel avec les pompes d'injection d'enlevé du moteur, un turbocompresseur. À la suite du moteur, on trouve la boîte Mekidro à 4 rapports, passage automatique des vitesses et avec un transformateur de couple qui sert d'embrayage pour faire déplacer l'autorail. C'est-à-dire qu'il y a un convertisseur hydraulique. En somme, c'était l'équivalent des boîtes automatiques. Effectivement, c'est tout à fait ça. Et après, le fonctionnement du coupleur sert embrayage, débrayage et permet le passage des vitesses suivant la vitesse de rotation du moteur diesel et la vitesse de l'autorail. Mais qui dit boîte hydraulique automatique dit circulation d'huile, donc échauffement. Donc il va y avoir un radiateur d'huile. Donc le radiateur d'huile, c'est un échangeur eau-huile où on va faire passer l'eau du moteur diesel dans cet échangeur. Et de l'autre côté, on fera passer l'huile de la boîte de vitesse. Là, on trouve après. Après, nous avons à la sortie de la boîte de vitesse l'entraînement des deux auxiliaires, c'est-à-dire le compresseur et une statonide pour la production du courant électrique. C'est-à-dire l'alternateur qui produit le courant. Qui permet la charge de la batterie et l'éclairage de l'autorail intérieur. Et puis, donc, maintenant, on va aller compartiment avant. Là où vous êtes le maître à bord, voilà, le poste de conduite. Et voilà donc le poste de conduite, faut pas être gros, il est exigu. Hein. Très exigu. Donc le poste de conduite est constitué un interrupteur pour mettre en service le poste de conduite, une poignée pour commander le sens de marche, avant ou arrière. Nous avons un manipulateur d'accélération à 8 crans, donc qui nous donne 8 vitesses différentes du moteur diesel, et la poignée de gauche, la poignée pour la commande du frein. Et devant les yeux, vous avez 3 manomètres. Devant les yeux, au point de vue contrôle, nous avons le compte-tour moteur, un manomètre des différentes pressions des réservoirs principaux et de la conduite générale pour le fonctionnement du frein, et le manomètre pour la vérification du fonctionnement des cylindres de frein sous l'autorail. À gauche, différents interrupteurs qui nous permettent soit l'éclairage intérieur de la cabine, l'éclairage voyageur, mise en fonctionnement du chauffage de la cabine et mise en fonctionnement de l'énergie pour l'éclairage voyageur. Il faisait pas trop chaud dans la cabine? Oh, ouais. En été, effectivement, avec le moteur derrière, les chaleurs étaient un peu élevées. Et le bruit. Et au point de vue insonorisation, encore, on pouvait pas trop se plaindre, c'était pas trop mal insonorisé. Mais bon, en y restant longtemps, au bout d'un moment, effectivement, c'était un peu pénible. Vous avez conduit pendant combien de temps ces autorails? Ce type d'autorail, je l'ai conduit pendant 25 ans au dépôt de Clermont-Ferrand.
Et vous avez pas des. Est-ce qu'il vous a lâché? Est-ce qu'il vous a trahi? En termes de métier, on appelle ça planter un chou. C'est-à-dire que vous êtes resté en panne. Ils nous ont jamais posé de graves problèmes. En été, des fois, certaines chauffent de la température d'eau, mais sinon, autorail très fiable au point de vue mécanique. Ce prototype réceptionné par la SNCF en janvier 1957 est une adaptation de l'autorail Budd RDC en service aux États-Unis. Une des caractéristiques de cet engin est l'emploi de 2 moteurs diesel horizontaux, 6 cylindres à 2 temps, développant chacun 275 chevaux à 1800 tours, placés sous la caisse. Une autre particularité est sans conteste le frein à disque, qui pour l'instant n'équipe que quelques unités du matériel roulant de la SNCF. Toute la partie mécanique et les auxiliaires sont rassemblés sous le châssis. Les moteurs, montés élastiquement, forment bloc avec une transmission hydromécanique à convertisseur de couple et un inverseur de marche, permettent une vitesse de 140 km/h. Chaque groupe moteur attaque un essieu d'un bogie. Le poste de conduite, comme les appareils de marche et de sécurité, sont réduits à leur plus simple expression, laissant à la fois au conducteur l'aisance de ses mouvements et le contrôle de la machine. La vitesse progresse rapidement, comme en témoigne l'indicateur de vitesse. On atteint le 120 à l'heure. La tenue de rail, si l'on peut dire, est parfaite. Et ce nouvel autorail permettra d'apprécier exactement, par comparaison avec les autorails unifiés, les avantages et les inconvénients d'un équipement moteur sous la caisse et d'éprouver certaines techniques américaines. L'installation de la partie mécanique située sous le châssis pourrait faire croire à un inconvénient pour son entretien. Des dispositions spéciales ont été prévues. Un chariot muni de vérins va permettre l'évacuation rapide du bloc moteur transmission, ce dernier ayant été préalablement libéré de ses commandes et de ses relations avec les appareils de traction. Grâce à ce procédé, le remplacement d'un bloc moteur peut être effectué en moins de 3 heures par une équipe de 3 hommes. Destiné à la liaison Air-Fer Paris-Londres via Étaples, ce nouveau venu sur le réseau ferroviaire français a connu dès le premier jour de sa mise en service des voyageurs amateurs de chemin de fer et d'aviation. Partis de Paris même, hommes d'affaires et touristes arriveront à l'aérodrome du Touquet, d'où ils s'envoleront sans attente vers la capitale anglaise.
très très tôt, je suis rentré à la SNCF à 14 ans. Après avoir quitté l'école, j'ai refusé de suivre les études. Je suis rentré à la SNCF à 14 ans et donc j'en suis sorti 42 ans après, après avoir connu qu'un seul employeur, et j'ai toujours aimé les trains depuis tout gosse, et mon premier souvenir ferroviaire ça a été mon train électrique à l'âge de 12 ans. J'ai suivi tous les métiers de l'exploitation, alors j'ai vendu des billets, j'ai accroché des wagons, j'ai fait des aiguillages, j'ai tenu des postes de chef de gare, et pour terminer ma carrière j'ai tenu des postes de chef de commandement, dont celui de Metz d'ailleurs qui était le plus grand de France. Et ma carrière s'est terminée à Paris, à la direction du fret, comme expert infrastructure. Alors comment Jean-Michel Pianet est-il arrivé à Bourg-les-Orgues? Parce que au gré des mutations, j'ai eu une place à Clermont-Ferrand. Et cette ligne, quand je suis arrivé, était sur le point de fermer. Donc avec quelques copains, on s'est mobilisés pour sauver cette ligne, parce qu'on ne voulait pas voir disparaître ce patrimoine que nous ont laissé nos ancêtres. Voilà, alors on parle de patrimoine, mais regardez cette fosse à piquet qui servait pour les machines à vapeur. Cette fosse à piquet était entièrement recouverte il y a quelques années, on ne la voyait pas. On a recherché des vieilles cartes postales pour pouvoir la localiser. Cette fosse à piquet a été rouverte par des membres de notre association. Regardez l'état, elle est nickel. Cette fosse servait, quand les machines à vapeur étaient dessus, à vider les cendriers et les cendres tombaient dans de l'eau qui se trouvait au fond. Mais vous avez également cette grue hydraulique qui servait à ravitailler les machines à vapeur en eau. Vous savez que les machines à vapeur consomment du charbon et de l'eau pour produire leur énergie, et cette grue servait justement à remplir les tindères de machines à vapeur. Mais l'infrastructure, le sauver une ligne, c'est également les ponts, les viaducs, les tunnels. Absolument, pour sauver, bon, vous avez vu quelques morceaux de patrimoine, mais la ligne elle-même c'est du patrimoine. Ça a été conçu et construit par nos ancêtres avec des moyens que nous n'avons pas aujourd'hui. Ça a été construit en 1908, et vous avez des tunnels, vous avez des ponts, des viaducs, des aqueducs, tout cela fait partie du patrimoine, et c'est bien ce qu'on n'a pas voulu laisser partir à l'abandon justement, c'est du sauvetage. Bon, voilà, vous êtes au cœur de notre base technique. C'était là que vivait le chef de gare. Le dernier chef de gare de Bourg-les-Orgues a vécu ici. Voilà, c'est un appartement, vous avez la salle de bain, vous avez une cuisine qui est équipée et qui nous sert énormément. Vous savez, on a beaucoup de gens qui viennent de très très loin et qui servent ici, qui mangent ici, qui font à manger ici. Voilà, c'est le vrai local de coupure, ce qu'on pourrait appeler comme un foyer. Voilà, et là, voilà le cœur stratégique de notre association. Voilà, avec Guy Larieux qui est aujourd'hui en train de vérifier tous les ouvrages d'art de la ligne, comme c'est obligatoire, et qui participe en ce moment à la rédaction des comptes rendus. Alors, cette association des chemins de fer de Haute-Auvergne a été créée en 1994, justement pour sauver cette ligne de la perdition, quoi. Et alors, il fallait une dotation matérielle, il fallait que ça roule tout de même. Bien sûr, alors au début on n'avait pas de matériel, on n'avait rien du tout. Donc on a fait appel à une autre association qui nous a prêté des 3800. On a commencé à exploiter avec 3800, deux Picasso. Et ensuite on a rentré un autorail 2400. En 2004, deux RGP ont rejoint le parc. Et pour terminer, en 2005, en 2007, nous avons le 2800 qui nous a rejoint. Certains matériels nous ont été prêtés, d'autres mis à disposition par la SNCF. Par exemple, les RGP ou les 2800 ont été mis à disposition par la SNCF. Et le 2400, qui appartenait à un propriétaire privé, nous a été vendu. Donc il est notre propriété, mais il n'est pas là aujourd'hui. Alors de quoi vit l'association? Alors l'association, son but c'est bien le sauvetage du patrimoine. Mais pour sauver le patrimoine, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et nous transportons donc des voyageurs qui nous permettent de faire face à toutes nos échéances et de payer ce que l'on doit. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a une gestion très très saine, sans emprunt ni dette, mais malheureusement ça nous laisse guère de possibilités d'investissement. L'année dernière nous avons fait 7500 voyageurs, mais cette année je pense qu'on devrait dépasser les 8000 voyageurs quand même. Tous les ans nous sommes en augmentation. Nous roulons aujourd'hui sur la section Bord-Lugarde qui fait 40 km de long, sur un total de 71 km que fait la ligne dans son intégralité jusqu'à Neussargues.
Cette ligne appartient toujours à RFF, c'est le propriétaire, qui la met à disposition du département du Cantal, du Conseil général, et le département du Cantal avait ouvert un appel d'offres et nous agissons dans le cadre d'une délégation de service public pour l'exploitation de cette ligne. Alors je pense qu'il y a énormément de retombées locales pour l'économie. Faut savoir à titre d'exemple que nous apportons aujourd'hui 3500 à 4000 repas par an dans le secteur, pour vous donner qu'un ordre d'idée, ce qui est quand même assez bien pour ces régions à très très faible population quand même. Ah, qu'est-ce qui me manque le plus? J'aimerais bien faire mieux que ces 8000 voyageurs, j'aimerais bien me développer, mais pour se développer, il faut d'autres moyens, et il y a la pérennité de la ligne bien sûr, qui consiste à changer des traverses, mais il y a également l'automatisation de certains passages à niveau, et un local pour remiser les engins, pour pouvoir sauvegarder les engins et les mettre à l'abri des actes de vandalisme qui sont assez malheureusement nombreux ici. Nous vivons avec aucune subvention, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais je vous l'ai dit, nous avons une gestion très très saine, mais ça ne nous suffit pas pour pouvoir nous équiper. Par exemple, nous voudrions une épareuse, par exemple, pour pouvoir faire le débroussaillage de la ligne. Aujourd'hui, on ne peut pas se la payer parce que ça coûte trop cher pour nous. Alors, ce sont tous des bénévoles. Alors, l'association compte 158 membres aujourd'hui, dont une cinquantaine participent effectivement à l'exploitation de la ligne. Quand je parle d'exploitation, c'est faire rouler le train, bien sûr, mais tous les autres travaux, que sont l'entretien du matériel, que sont l'entretien de la voie, que sont la paperasserie, l'administratif, que sont le débroussaillage, que sont tous ces actes qui, quelquefois, passent inaperçus du voyageur prenant le train. Un dernier détail pour le téléspectateur, faire rouler un autorail, c'est des gros autorails, c'est pas des Picasso. La note de carburant doit être salée pour vous. Ah, tout à fait, d'autant plus que nous sommes limités à 30 à l'heure sur la ligne, donc par conséquent nous roulons qu'en première vitesse, et nous consommons aujourd'hui du 200 litres au 100 km. Alors je vous laisse faire le compte, pour 40 km aller-retour, c'est presque les 280-200 litres qui y passent tous les jours.